Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va aborder le Cénozoïque et c'est le dernier ère géologie. Donc, on est arrivé à la fin du Mésozoïque avec l'extinction de la plupart des espèces. Toutefois, il y en a certains qui étaient capables de survivre et de se développer. Le Cénozoïque, il est quand même est un art très très court. Il a commencé, il a une durée de 60 millions d'années. Il a commencé à peu près à moins 2,5 millions d'années, puis ça dure jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les événements les plus marquants dans le Cénozoïque? Et tout simplement, on va assister à une diversification, à une augmentation considérable de plusieurs espèces. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on va noter la présence des mammifères tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et un peu plus tard, on va assister à l'apparition des primates. Ces primates qui vont évoluer à leur tour pour donner naissance au genre Homo sapiens sapiens d'aujourd'hui. Donc, durant l'évolution du genre Homo, ce dernier a commencé par, en fait, le premier, on va dire, fossile qui a été trouvé, c'était en fait du genre Australopithèque. Ce dernier a été retrouvé en Afrique, donc à peu près moins de 2 millions d'années, et vous remarquez que ce dernier quand même était de petite taille, qu'en fait il était plus courbé, et sa tête était très très proche de son thorax, donc le cou c'est comme s'il n'y avait pas, et le cerveau était très très petit. Et c'est pour la raison pour laquelle les scientifiques pensent que Australopithèque n'était pas capable de parler. Il n'y avait pas cette fonction. Et plus le temps évolue, les scientifiques ils ont remarqué que plus l'espèce Homo commence à se mettre debout, la colonne vertébrale va se redresser et cela va créer plus d'espace au niveau du crâne et lorsqu'il y a de l'espace, comme la nature n'aime pas le vide, le cerveau a pris plus le temps à se développer. De plus, lorsque le cou a été libéré, il y avait plus d'espace entre le cou et le thorax, la pression sur les cordes vocales a été plus libérée, donc il y avait plus cette pression et le genre Homo sapiens sapiens commence à émettre des sons. Plusieurs scientifiques pensent que le genre Homo sapiens néandertal et Homo sapiens sapiens, ils ont peut-être vécu en même temps. D'accord? Et ils pensent que c'est le genre Homo sapiens sapiens qui était responsable de l'extinction du genre Homo sapiens néandertal. Quelles sont nos preuves? Comment on peut dire tout ça? On va voir un peu plus tard que, en fait, on va se baser sur des fossiles, des traces et des méthodes de datation. Mais je tiens quand même à vous mentionner qu'on est au début d'extinction du Cénozoïque. En fait, on note une augmentation de température très, très intense. Si je vous montre ces photos, regardez en 1910, vous voyez cette glace, et regardez 2003, il n'y a plus de glace. Donc, et je n'ai pas besoin de redire plus que ça. Je peux dire que actuellement au Québec, aussi aujourd'hui, c'est le 26 octobre, on a quand même une température qui frôle les 20 degrés, ce qui n'est pas normal. Donc, dû à cette augmentation de température, dû à ce réchauffement climatique qui ne cesse d'augmenter d'une année à une autre, les scientifiques pensent qu'on est en train de commencer l'extinction et d'ici 2100, on va avoir 50% des espèces actuelles qui ne vont pas exister. Maintenant, comment je peux supporter mes hypothèses avec l'évolution de plusieurs espèces? On va plus se baser sur ce qu'on appelle des traces directes et nos traces directes, ce sont des fossiles. Donc, si je regarde ici, je peux comparer certains fossiles et je peux dire à peu près la date dans laquelle cette espèce a vécu. Donc, pour commencer, on va définir c'est quoi un fossile. Un fossile est tout simplement, c'est une trace qui est plus ou moins minéralisée, c'est-à-dire soit qu'on va retrouver des minéraux, soit qu'on va retrouver vraiment une trace de l'organisme qui était vivant auparavant. Et tout simplement, on va retrouver quelque chose qui indique son activité. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Ou ça se peut que ça soit tout simplement un moulage, c'est-à-dire que l'organisme n'est plus là, mais par contre, la roche a déjà pris sa forme. Ou tout simplement, cet organisme, pour des raisons, parce que de température qui refroidit rapidement, il était piégé dans la glace puis était conservé.
Et cela nous permet d'avoir trois types de fossiles. Donc, les fossiles pétrifiés, donc ce sont des fossiles qui ont été déçus avec le temps, donc généralement les dents, le crâne, le squelette, exactement, etc. On retrouve ce qu'on appelle les fossiles moulés, c'est-à-dire que l'organisme a disparu, mais la roche a pris la forme de l'organisme, et les fossiles piégés, et généralement l'organisme ou le vivant a été protégé, on l'a conservé tel quel parce qu'il était piégé soit dans la glace ou dans d'autres conditions. Comment on appelle la méthode qui utilise les fossiles? On appelle ça, c'est la biochronologie. Donc, cette méthode va se baser sur quoi? Sur l'ordre d'enterrement des fossiles dans les couches terrestres, ou tout simplement on parle d'ordre d'ensevelissement. Donc, plus une fossile se trouve en bas, plus elle est vieille, plus elle se trouve vers en haut, plus elle est récente. Une deuxième méthode qu'on va utiliser pour dater des vivants, c'est la dendrochronologie. Celle-là, elle va être plus utilisée pour les végétaux. Donc, je peux comparer avec le nombre de cercles, le diamètre, deux espèces ou deux troncs d'arbres sur deux continents pour savoir s'ils ont été capables de vivre ou dans la même époque ou dans le même ère géologique. Troisième méthode, on parle de la thermoluminescence. La thermoluminescence est une méthode qui va être utilisée pour dater les instruments qui ont été utilisés par l'être humain. Donc, admettons, je veux comparer, cet instrument a été utilisé plus récemment, plus anciennement, je vais comparer la quantité de lumière lorsque ce dernier a été chauffé. Plus il est ancien, plus il va émettre plus de lumière. Dernière méthode qu'on va utiliser, c'est la radiodatation. Ça veut dire quoi la radiodatation? Je tiens juste à préciser que nous, les vivants, on va faire toujours un échange avec le milieu extérieur pour conserver la même quantité de carbone 14. Le carbone 14 on appelle 14 parce qu'il est radioactif. Mais le moment où l'organisme n'est plus vivant, on ne fait plus cet échange. Et qu'est-ce qui arrive? Le carbone 14 commence à se dégrader, à se transformer en azote 14. Et plus on a d'azote 14, plus l'organisme, ça fait un bout de temps qu'il est mort. Et en comparant soit le carbone 14, soit l'azote 14, je peux donner une date ou de comparer deux espèces pour savoir laquelle est plus ancienne par rapport aux autres. Et avec ça, on termine le dernier R géologique. Et avec ça, on termine Terre et Espace pour cette année.